Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Débutons ce journal par la cérémonie du lancement de la campagne UPEN Zéro Plagiat le mercredi dernier par la rectrice de cet établissement universitaire, la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. Une cérémonie qui a permis aux UPENiens de célébrer le trophée de la meilleure thèse africaine remportée par le docteur Carlos Kaninda de l'UPN. Reportage de Georges Ndilumbi et Christian Chipomba. Plus question de production scientifique non certifiée à l'Université pédagogique nationale. La barre très haute placée par le comité Ibebeke en mettant en place les logiciels anti-plagiat, un outil qui participe à l'amélioration de la qualité des travaux scientifiques, a précisé la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, rectrice de l'UPEN au cours de cette cérémonie du lancement de la campagne UPEN Zéro. Je voudrais avant toute chose rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités congolaises, pour sa vision combien élevée, implémentée par son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en faisant des universités congolaises de véritables pôles de production du savoir. La recherche scientifique est non seulement le moteur du développement de notre société, mais aussi et avant tout le mécanisme systématique élaboré pour la production des connaissances scientifiques qui servent à l'enseignement. Votre comité de gestion a opéré quelques réformes idoines dans la gouvernance du secteur de la recherche, en définissant de nouvelles directives relatives à la formation doctorale, des travaux de fin de cycle, mémoires, des licences ou projets tutorés, aux travaux de recherche de premier, deuxième, troisième cycle, à l'encadrement des chercheurs et à l'utilisation du logiciel anti-plagiat. Après avoir doté l'Université pédagogique nationale des archives numériques dans lesquelles certains rapports de recherche y sont déjà logés, notre établissement dispose dorénavant du logiciel anti-plagiat. L'organisation de cette campagne vise à sensibiliser l'ensemble de la communauté de notre alma mater sur l'importance cruciale de l'utilisation du logiciel anti-plagiat dans le processus de validation des différents travaux scientifiques. Outre le logiciel anti-plagiat, le comité de gestion a mis en place le studio. Dans cette même logique d'idées, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, professeur Albert Fongi, a conscientisé les UPENiens à éviter le plagiat qui nuit à la recherche. Le docteur Carlos Kaninda est l'exemple, car c'est en produisant un travail doctoral sans plagiat que sa thèse soutenue à l'UPEN a été jugée la meilleure des universités africaines par l'École supérieure de commerce et de gestion des affaires Taguer Maroc. Des argumentaires appuyés par le professeur Patou, le professeur Kadi Moueloa et le coordonnateur des étudiants, avant que c'est lui qui a fait la fierté de toute la République. Nous citons le docteur Carlos Kaninda, accompagné par la rectrice de l'UPEN, présente à toute la communauté upénienne les trophées et le certificat lui décerné au Maroc pour la qualité de sa thèse produite sous l'encadrement de professeurs de l'UPEN. Dans cette ambiance honorifique, il n'a pas manqué de motiver sa suite. Plagiat, en réalité, est une trahison du savoir. Et lorsque l'on estime que l'on peut aller loin, et lorsqu'on a des visions scientifiques et académiques, l'on se soumet à un exercice spécial pour être primé au niveau international. Et cet exercice s'appelle les tests d'anti-plagiat. Nous n'avons pas appris ailleurs, nous avons appris ici. Et c'est comme ça que nous disons que nous devons contribuer pour l'émergence de notre maison. Et je suis ravi au jour d'aujourd'hui qu'un logiciel de recherche sera présenté. Et je conclue que l'UPEN envoie les pas des grandes universités internationales et par voie de conséquence, l'UPEN est désormais une grande université internationale.
Outre les logiciels anti-plagiat, les logiciels Studium UPEN est également mis en place afin d'assurer la sécurité du documentaire scientifique. La collaboration entre les étudiants de l'UPEN et d'autres établissements de la RDC et d'ailleurs a laissé entendre son responsable, Daniel Mwambi. Une bibliothèque numérique de plus d'1 million d'ouvrages peut être consultée sans oublier le programme de certification, a-t-il précisé en présentant ces logiciels à l'assistance. Le mécanisme de lutte contre le plagiat mis en place par le comité IBBK aux chercheurs de prendre garde. La Haute École des commerces de Kinshasa a, en partenariat avec CODES, organisé une matinée scientifique placée sous les thèmes la souveraineté numérique. L'objectif de cette rencontre était de réfléchir sur la mise en place d'infrastructures numériques sécurisées pour un hébergement de données en RDC. Cet événement a eu lieu dans la salle de la bibliothèque de cet établissement. Blaise Bouchard pour plus de détails. C'est dans un climat de sérénité et d'échanges fructueux que la Haute École des commerces de Kinshasa et Kin en sigle a, en partenariat avec les CODES, initié jeudi 22 mai 2025 dernier, une matinée scientifique consacrée à la souveraineté numérique à la bibliothèque de cet établissement de l'ESU. Cette activité a été ouverte par le professeur Mirelo Abinga, secrétaire général à la recherche, représentant le directeur général, qui a souligné l'importance stratégique du numérique pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés au cours de cette matinée, à savoir créer l'avenir à l'ère du numérique, innover, protéger, transformer, abordé par le professeur Nyansaba Sebigunda Edson, qui a insisté sur la nécessité de placer l'humain au cœur du développement technologique tout en encourageant une innovation responsable. La souveraineté nationale des données, et cette souveraineté s'inscrit dans un contexte particulier de l'explosion des outils numériques, de l'intelligence artificielle, des innovations technologiques et numériques. Nous sommes en train de nous questionner en profondeur si nous sommes protégés, si ce que nous faisons, nos habitudes de consommation enregistrées dans les supermarchés, nos publications au niveau national, même pour des secteurs très sensibles qui se retrouvent dans tous les médias sociaux, qui gouvernent ces médias sociaux, et quand nous aurons nos propres infrastructures pour stocker les serveurs, les data centers de manière sécurisée. Ce sont ces problématiques que nous sommes en train d'aborder avec les experts des institutions financières comme Equity BCDC, les experts en télécom, le ministère et le partenaire. Alain Bétou s'est penché quant à lui à la souveraineté numérique en RDC, un impératif de protection et moteur d'innovation. Il a mis en avant l'importance de sécuriser l'espace numérique congolais en proposant un cadre juridique équilibré et aligné sur les standards internationaux pour stimuler l'innovation locale. Enfin, Joël Kalonji a clôturé la série d'interventions en s'exprimant sur les risques technologiques et la cybersécurité dans les institutions financières, attirant l'attention sur les défis croissants dans ces secteurs clés. L'idée de ma présentation, c'était de parler des risques. Aujourd'hui, les banques, elles sont de plus en plus digitalisées. Le but, c'est que le client d'une banque puisse avoir accès à ses services de partout où il est. Alors, plus on expose nos clients à cette digitalisation, plus il y a des risques qui sont inhérents à cette évolution et auxquels nous, les institutions financières, nous faisons face. Et l'idée, c'était de partager avec les étudiants, notamment sur ces risques et comment nous nous organisons pour d'un côté les mitiger et d'autre part faire de la résilience afin que si jamais ces risques survenaient, que nous puissions continuer nos activités. Après les interventions des orateurs, une séance des questions-réponses a permis aux participants d'interagir directement avec les intervenants, enrichissant ainsi les échanges. Il convient de noter que le numérique demeure un enjeu crucial pour le développement de la RDC. Des rencontres comme celle-ci sont essentielles pour anticiper les défis à venir et proposer des solutions durables. À la fin de cette activité, le représentant des CODES s'est exprimé au micro du journal universitaire. Nous sommes dans notre tournée universitaire. Aujourd'hui, nous sommes ici à EC, ex-IEC, toujours dans le cadre de la tournée. Donc ici, c'est notre 7e université.
Et voilà pourquoi nous sommes là. Et nous avons eu à avoir une conférence avec des experts. Il y avait le DG de l'EC, il y avait également M. Alain, qui est un expert dans les télécommunications, également M. Kalonji, qui travaille chez Equity, il est aussi dans le domaine du numérique. L'objectif de la tournée, c'est en vue de sensibiliser les étudiants par rapport à la conférence qui aura lieu le 18 juin au centre financier, la conférence numérique de Codes Africa, qui est une grande conférence numérique. Mais nous avons voulu, avant d'aller à la conférence, nous avons d'abord voulu faire une tournée dans les universités, aller auprès des étudiants qui travaillent dans ce domaine et faire des conférences, les faire comprendre l'importance, parce que faire de la conférence, c'est bien, mais on a voulu d'abord être plus proche des gens, permettre aux étudiants de comprendre l'idée de la conférence et aussi de les faire aimer le domaine dans lequel ils sont en train d'étudier. Et aussi en deuxième lieu, c'est aussi par rapport au concours que nous sommes en train de lancer qui est Startup Challenge. Nous avons voulu que les étudiants puissent participer à ces concours qui sera très bénéfique pour eux parce que nous pensons qu'au milieu des étudiants, il y a des gens qui ont des idées innovantes et nous pensons que l'opportunité qu'on peut lui donner, ça peut aussi changer la donne. Lancé officiellement le 11 avril 2025 par les comités de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa, la distribution de cartes nationales d'étudiants s'est déroulée suivant les directives du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cette cérémonie s'est déroulée aussi en présence du comité de gestion, des autorités académiques et de nouveaux étudiants de l'année académique 2024-2025. Le directeur général, le professeur Nyonsaba Sebigunda Edson, a remis symboliquement les premières cartes à la grande satisfaction de tous. On vient de lancer la distribution des cartes d'étudiants pour notre année académique 2024-2025. C'est bon, tu peux montrer aux amis que tu as eu ta carte. Voilà, va signer là-bas. Dotée d'un identifiant unique, cette carte s'inscrit dans la modernisation du système éducatif et vise une gestion numérique efficace du parcours académique. Dans son speech, le directeur général a salué l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse, qui les cadre avec des réformes en cours. Le comité de gestion vient de lancer l'opération de distribution des cartes nationales d'étudiants au cours de l'année académique 2024-2025 pour tous les étudiants en ordre. Et nous voulons saisir de cette opportunité pour remercier l'autorité de tutelle, son Excellence Madame Professeur Dr Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, qui a voulu que chaque étudiant au niveau national puisse avoir une carte nationale, je souligne bien nationale, d'étudiants avec une identification unique. Ceci n'est qu'un début de la grande réforme entreprise par notre tutelle qui voudrait que tout ce qui est gestion financière, gestion académique, tout ce qui est relation entre les étudiants et leur établissement soit géré de manière numérique. Donc c'est avec une grande satisfaction que le secteur général académique vient de remettre un échantillon de cartes et la section de guidance va poursuivre cette grande opération. C'est le moment aussi d'inviter tous les étudiants de se mettre en ordre, surtout que l'établissement les a donné une faveur de passer les examens en les permettant de continuer de s'acquitter de leurs dettes progressivement pour avoir leur carte nationale d'étudiants. Notons que la mise sur pied de ces cartes s'avère un progrès très capital pour les étudiants qui facilite désormais l'identification à travers son identifiant. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEMKIN en sigle, qui dirige la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, a procédé le jeudi dernier à l'inauguration de la salle du funérarium à l'hôpital général de référence d'Ndjili en présence des autorités politico-administratives et d'autres invités de marque. Tonton Biongo signe ce reportage. Plusieurs personnalités politico-administratives, le médecin, le membre de l'association sans but lucratif Vie meilleure au Congo, ont pris part à la cérémonie d'inauguration de la salle de funérarium de l'hôpital général de référence d'Ndjili, organisée par le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, que dirige la professeure Joséphine Toumba Kankolongo. Dans son mot de circonstance, le professeur Dr Thierry Paloukou, médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Ndjili, a précisé que cette œuvre est le fruit de la collaboration entre l'ISTEM
et l'ASBEL Vie Meilleure au Congo. Il a en outre déclaré que cette collaboration permettra à la communauté universitaire, les autorités locales et les acteurs du terrain à avoir un espace aménagé et apaisant pour rendre hommage dans des conditions respectueuses de la dignité, corps des illustres disparus et du confort des familles. Après l'allocution de Madame Régine Naozeo, représentante de l'ASBEL Vie Meilleure au Congo, suivi du mot d'encouragement et de satisfaction du bourgmestre de la commune de Ndjili, le professeur Basila Ilengi, secrétaire général académique de l'ISTEM de Kinshasa, a procédé à la coupure du ruban de cette salle de funérarium. Motif de satisfaction pour le professeur Thierry Paloukou, médecin directeur général de l'hôpital général de référence de Ndjili, et Madame Régine Naozeo, représentante de l'ASBEL Vie Meilleure au Congo, de placer un mot quant à ces. Le mot que nous avons à placer ces jours, c'était un sentiment de satisfaction et de fierté. Fierté puisque nous sommes accompagnés, si vous voulez, l'hôpital général de référence d'Ndjili, qui est une des sections de l'ISTEM Kinshasa, est accompagné, comme vous pouvez le constater, par les autorités du comité de gestion de l'ISTEM, à qui nous disons merci. Merci, puisque cet accompagnement nous a permis de pouvoir réaliser, si vous voulez, la construction de ce funérarium, afin de pouvoir continuer la modernisation de l'hôpital général de référence d'Ndjili. Je profite de cette occasion pour remercier d'abord le chef de l'État pour son soutien au développement de la santé de la population. Notre ASBEL a pour mission de construire des bâtiments, des écoles et tout. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour l'inauguration de notre salle, qui est une salle polyvalente, funérarium. Ici de noter que cette salle de 8 mètres sur 20 a une capacité d'accueillir plus de 300 personnes pour exposition de corps des illustres disparus. Rendons-nous à l'Université catholique du Congo où la faculté de théologie a organisé une conférence scientifique dénommée la Semaine théologique à Kinshasa, placée sous les thèmes Mission prophétique de l'Église en justice. Rendons-nous à l'Université catholique du Congo où la faculté de théologie a organisé une matinée scientifique dénommée la Semaine théologique à Kinshasa, placée sous les thèmes Mission prophétique de l'Église et justice en Afrique, dont l'objectif de stimuler la conscience théologique. Martin Chisombo et Jérès Landou. La faculté de théologie de l'Université catholique du Congo a organisé la 33e semaine théologique de Kinshasa, placée sous le thème Mission prophétique de l'Église et justice en Afrique. Une rencontre qui a rassemblé théologiens, chercheurs, étudiants et acteurs ecclésiastiques. Pour le professeur Père Sylvain Badibanga, doyen de cette faculté, a précisé que le choix de ces thèmes reflète une volonté pour la réflexion théologique dans la réalité sociale et entendu comme sa capacité à dénoncer les injustices et promouvoir la justice sociale. Nous avons pensé à la mission prophétique de l'Église et justice en Afrique parce qu'il se pose des situations d'injustice, des situations de violations graves des droits de l'homme, des guerres, d'agressions, voilà. Notre pays, par exemple pour le Congo est agressé et il existe des foyers de tension dans beaucoup de pays d'Afrique. L'Église est appelée à dire quelque chose parce que le peuple de Dieu ou l'humanité a toujours besoin d'une parole qui sauve. Et cette parole souvent se fait rare et l'Église ne peut pas se taire devant l'obstacle de la destruction de l'homme, de la nature. La faculté de théologie comme organe de réflexion de l'Église, mais aussi comme service pour les églises d'Afrique. Ça, c'est la particularité de notre faculté de théologie. C'est doit de réfléchir sur des questions de l'heure.
Pour cette deuxième journée, plusieurs sous-thèmes ont été exploités par différents professeurs. Le professeur Rigobert Banyingela a ouvert les échanges en exploitant les fondements christologiques de la mission prophétique de l'Église, une mission qui trouve ses racines dans les Écritures. La professeure Serge José Ngalula, pour sa part, a présenté une réflexion profonde sur la mission prophétique de l'Église et la justice en Afrique à l'heure de la synodalité. Et le professeur Mouril Zola a abordé sur la mission prophétique de l'Église et la justice sociale à l'ère du pluralisme religieux. À travers ces concepts, il a dénoncé les dérives spirituelles qui détournent les fidèles des enjeux concrets de justice et de solidarité, tout en leur appelant à une foi incarnée et responsable. Dans leurs échanges, les conférenciers ont montré que l'Église ne peut pas rester spectatrice des injustices sociales, économiques et religieuses. Elle est appelée à parler haut et fort, à dénoncer, à proposer, mais surtout à agir en faveur d'une justice qui touche les réalités concrètes du peuple. Car l'Église est vraiment synodale et engagée au service d'un avenir plus juste pour tous. Il s'y est de signaler que ces assises dureront 4 jours, soit du 19 au 22 mai 2025. Un nouveau-né dans la bibliothèque congolaise et internationale. Il s'agit de l'ouvrage du professeur émérite Célestin Nguyandila intitulé « Frontières et souveraineté de l'État, le cas de la République démocratique du Congo », un livre verni par le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation des affaires coutumières, Jacques-Marc Chabani. La cérémonie a eu lieu dans la salle de cinéma de Showbuzz. Témoin de l'événement, Elikia Kiakou. C'est dans une mélodie angélique portée par un cantique solennel qu'a débuté cette cérémonie de vernissage du nouvel ouvrage du professeur émérite Célestin Nguyandila intitulé « Frontières et souveraineté de l'État, le cas de la République démocratique du Congo ». Une cérémonie lancée par l'éditeur, le professeur et directeur général de presse universitaire du Congo, avant de laisser place à la présentation de l'auteur par le professeur Yvon Mingachang. Le professeur Jean-Pierre Mavungu, quant à lui, chargé de l'exposé du contenu de l'ouvrage. Dans sa présentation, le professeur Mavungu a mis en lumière les enjeux majeurs abordés dans le livre, notamment l'insécurité transfrontalière liée à la migration, l'exploitation illicite des ressources naturelles, ainsi que l'exploitation incontrôlée de celles-ci vers le pays voisin. Il a également souligné l'analyse de l'auteur sur l'existence des réseaux de collecte et d'usines opérant dans les États limitrophes, révélateur d'une coopération régionale souvent ambigue. L'ouvrage s'attarde également sur les concepts clés tels que la souveraineté, définie comme le pouvoir suprême exercé sur son territoire et sur sa population, ainsi que le dynamique de fonctionnement des institutions étatiques dans un contexte marqué par des défis frontaliers existants. Après un interlude musical, les 3 intervenants, tous lecteurs de l'ouvrage, ont partagé des témoignages poignants à l'égard du professeur Célestin Nguyandila, des moments d'émotion qui ont précédé l'intervention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, son Excellence Jacques-Marc Chabani. Ce dernier a salué la contribution scientifique de l'auteur avant de procéder au baptême du livre, un volume de 240 pages structuré en 3 chapitres. Longue vie, félicitations d'abord au professeur pour nous avoir partagé ses richesses scientifiques et je souhaite un bon parcours, une longue vie à cet ouvrage en espérant qu'il sera lu le plus possible. La cérémonie s'est achevée par la vente aux enchères de l'ouvrage et le mot du remerciement de l'auteur. La journée internationale de la santé des végétaux, commémorée chaque 12 mai de l'année, a été célébrée avec faste par la clinique de plantes de Kinshasa à travers cette réunion ouverte par le mot du directeur intérimaire de la protection des végétaux, M. Sichougou Justin, qui a relevé l'importance de la santé végétale
dans l'approche Une seule santé, avant de retracer brièvement l'historique de cette journée 5 ans après. Ensuite, la leçon inaugurale a été donnée par le professeur Kalonji sur les défis phytosanitaires en insistant sur l'usage raisonné de produits phytosanitaires. Plusieurs experts ont enrichi les échanges, notamment la professeure Lena Mokwa qui a présenté l'étiologie du wilt et du dibak d'acacia dans les plantations des reboisements en République démocratique du Congo à travers un premier rapport de diagnostic. Le professeur Mouké Chambala est intervenu sur l'inhibition de la bactérie responsable du flétrissement de bananier. La question de traçage des résidus de pesticides chimiques dans les légumes les plus consommés à l'ouest de la République démocratique du Congo a été développée par l'intervenante Kanyemba. Outre, le professeur Mondé a clôturé les interventions en présentant les stratégies durables pour le système de santé végétale en RDC. À cette occasion, la directrice de la clinique de plantes, la professeure Lena Mokwa, a procédé au lancement officiel du projet d'appui à l'émergence d'unités de production et de commercialisation de biopesticides pour renforcer la durabilité des communautés maraîchères de la province du Congo central et de Kinshasa. Bon, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la santé des végétaux. Et c'est une journée qui a été dictée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation depuis 5 ans déjà. Et donc chaque année, le 12 mai, nous célébrons la journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée est placée sous le thème l'importance de la santé des végétaux dans l'approche Une seule santé. On a réuni des chercheurs, des agriculteurs, toutes tendances confondues, des étudiants pour célébrer cette journée internationale. Et finalement, beaucoup des présentations ont défilé et donc pour montrer l'importance et l'utilité de la protection des végétaux. Parce qu'on dit que protéger la santé des végétaux, c'est protéger la santé humaine. Parce que les végétaux représentent un enjeu important, non seulement sur le plan nutritionnel ou alimentaire, mais également sur le plan environnemental. Aujourd'hui, on lançait ce projet sur l'appui à la production des biopesticides pour appuyer les processus de production des cultures maraîchères et ainsi protéger la santé des végétaux. Ce projet va être sûrement un modèle à dupliquer ailleurs parce que nous partons des connaissances locales, les plantes connues localement, des décoctions locales qu'on veut ramener au niveau de production semi-industrielle et puis après industrielle. Et donc je pense que ça sera un modèle qui va inspirer l'Afrique. Le question et réponse et une photo de famille ont sanctionné cette activité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, la réalisation du docteur Emmanuel Lema sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.